mouvement Gilets jaunes. Deuxième sujet, c'est l'éternelle question de la démocratisation de l'opéra. Les opéras fonctionnent extrêmement bien à travers le monde francophone. C'est la 13e édition de l'opéra Tous à l'opéra qui bat son plein donc, dans toute la France avec donc 26 opéras ouvrant leurs portes gratuitement au public. L'Opéra de Genève, récemment rénové, donc accueille des spectateurs enchantés par ce nouvel écrin. La question que nous nous poserons juste après ce sujet de la RTS consacré à cet opéra modernisé sera justement la suivante. Fait-on assez pour dépoussiérer l'opéra partout en francophonie? Voici le sujet, la conversation va suivre. Les Muses ont fière allure, l'auguste façade âgée de 140 ans a retrouvé l'éclat de sa jeunesse et surtout à l'intérieur de l'édifice dédié aux arts lyriques, les espaces d'accueil affichent tout leur lustre d'origine. Fresques et plafonds restaurés, décors d'origine redécouverts sous des couches de plâtre apposées dans les années 60, parquets recréés selon le motif d'origine, les nouveaux atours du Grand Théâtre, une immense fierté pour Rémi Pagani, le magistrat qui a piloté les travaux. Les tapisseries, là, les formes de tapisserie verte aussi n'existaient pas. On a eu la chance de découvrir sous la peinture, c'était de la peinture à l'eau, et on les a toutes remis en état. Les parties anciennes, soigneusement restaurées, mais aussi des aménagements nouveaux, comme ces espaces de répétition créés dans les sous-sols, ou encore cette buvette aménagée sous les toits. 3 ans de travaux, la rénovation du Grand Théâtre a été une véritable saga. C'est un paquebot, c'est 5 chantiers dans le même bâtiment. Sous la voûte céleste, la scène vibrera à nouveau au son des plus grandes voix lyriques. Preuve de la forte attente du public, les premières représentations affichent complet ou presque. Michel, nous commençons par vous. Est-ce qu'il y a cette volonté justement de démocratiser l'opéra? Moi, j'ai pas la réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas une réponse définitive. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effort qui est fait par tous les musées, par tous les opéras, pardon, à Genève. Et je pense que vous n'allez pas me contredire ici en plateau, ça se fait partout ailleurs. Il y a de la médiation culturelle qui est faite. Il y a des opéras qui sont réalisés pour le jeune public ou des présentations d'opéras pour le jeune public qui précèdent les œuvres. Il y a des prix absolument défiant toute concurrence. Il y a même des opéras en plein air maintenant. Il y a ça aussi, bien sûr. Il y a des festivals, oui. Il y a le festival d'Avanches en Suisse qui fonctionnait comme ça. Il y a des prix aussi qui sont canons. Les premiers prix, c'est 25 francs en Suisse pour aller assister à un opéra, donc c'est moins cher que pour aller assister à un concert de rock. Donc les éléments, ils sont là pour que ce soit accessible à tout le monde. Après, la question, elle est de savoir si, pour moi, elle est plus là, ou le problème est plus là, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'opéra, comme le monde classique en général, souffre toujours d'une sorte de conservatisme, d'une sorte d'image un petit peu poussiéreuse ou élitaire ou difficile d'accès pour les personnes qui n'ont pas forcément la culture. Moi, en Allemagne, enfin, on en avait déjà parlé, moi en Allemagne ou en Russie, où on sent que c'est vraiment dans la fibre, ou en Italie, où pour le public, c'est normal d'aller à l'opéra. Mais c'est vrai qu'en tout cas en France, c'est vrai que ça reste réservé à une élite. Enfin, on a l'impression que ça reste réservé à une élite, dans le sens où les abonnements, ils partent comme des petits pains. Alors ça fonctionne très bien, l'opéra, mais sauf que j'ai l'impression que c'est toujours un peu pour le même public. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème tellement de fréquentation. Hein. C'est pas fréquenté à moitié. L'Opéra de Genève, je crois qu'on est autour de 90% de taux de fréquentation. Donc c'est extrêmement élevé, ça se passe bien, c'est pas un problème, même si le financement est élevé aussi. Je sais pas. Il faudrait réussir à populariser peut-être d'une manière plus générale, plus grande la musique classique chez les jeunes, en dehors, on va dire, de certaines couches sociales privilégiées chez qui la musique classique fait partie du quotidien dès l'enfance, à expliquer que non, on peut se tromper, puis finalement, même si on applaudit en 2 mouvements au mauvais moment, c'est pas bien grave, on apprend une fois, et puis la fois suivante, même si le voisin vous tue de son regard parce que vous avez applaudi au mauvais moment, tant pis pour lui, les gens ont le droit d'apprendre. Moi, je crois que c'est ça aujourd'hui. Je crois que le véritable problème, il est là plus que dans l'approche des répertoires, des œuvres, des explications qui vont de pair. Je crois qu'il faut qu'on réussisse simplement à expliquer que l'opéra, c'est une musique comme n'importe quelle musique, et puis que tout le monde y est bienvenu. Il y a plusieurs initiatives qui sont faites dans ce sens, et notamment une cantatrice qui s'appelle Magali Thomas, qui s'est associée avec El Sistema. El Sistema, c'est cette organisation qui vient du Venezuela et qui permet de réinsérer ou d'insérer les jeunes via la musique. Et elle a créé un opéra qui s'appelle Peter Pan, justement pour sensibiliser le jeune public, celui aussi des banlieues qui n'irait pas à l'opéra, puisque, comme vous le disiez, il faut qu'on nous prenne la main un peu pour aller à l'opéra. Et elle a fait monter sur scène aussi des jeunes. Pour les initier, elle utilise toutes les techniques du numérique. Elle s'est dit, on va faire venir un jeune public, mais aussi faire interpréter certains airs d'opéra avec des adultes sur scène pour qu'il y ait un lien beaucoup plus fort. Donc, il y a des initiatives qui commencent à être créées. Et même l'Opéra de Paris doit lancer d'ici la fin de l'année une académie numérique où ils vont mettre en ligne des contenus avec tout un parcours ludo-éducatif pour aller chercher justement ceux qui n'iraient pas d'eux-mêmes à l'opéra.
Mathieu. Ben, je pense que l'opéra souffre un peu de, on dirait, son ADN. C'est-à-dire que c'est un genre qui est né dans la royauté, qui est né dans la noblesse, Italie, fin 15e, début 16e. Et donc, l'opéra traîne un peu par défaut ce style, ces connotations plus élitistes. Mais je suis allé voir dans le New Grove Dictionary, qui est vraiment la bible de la musique classique, et on oublie qu'il n'y a pas un opéra, mais il y a des opéras. Les opéras, selon le New Grove, c'est 77 genres et sous-genres. Et donc, on associe aujourd'hui beaucoup l'opéra, justement, ce côté très décorum, justement, où on s'en va écouter la grande musique, il faut pas parler, faut pas applaudir et tout ça. Pas tousser. Et il y a ce côté-là qui est encore accolé. Et actuellement, on sent beaucoup, justement, de la part des compagnies au Québec. Bien évidemment, il y a l'Opéra de Montréal qui est très connu, il y a l'Opéra de Québec également, mais de plus en plus, on sent qu'il y a des initiatives. Il y a plus d'une quarantaine de compagnies lyriques, quand même, au Québec, il faut quand même le souligner. Et depuis 2011, par exemple, dans la ville de Québec, il y a un festival d'opéra qui est très intéressant parce que, justement, on tente de faire sortir l'opéra des sentiers battus, de le faire sortir de là où on l'attend le plus. Et donc, dans ce festival d'opéra, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, des œuvres qui sont pas connues du tout, on va les faire monter par des gens très connus. Par exemple, nous, c'est Robert Lepage, évidemment, qui a monté le Ring à New York, qui est quelqu'un qui monte de l'opéra depuis des années partout dans le monde. Et donc, on lui fait reprendre des œuvres qui sont des œuvres contemporaines et le public va y aller parce que là, on sait que, OK, on va voir du Lepage et par la bande, on va découvrir, notamment, il y a Thomas Hadès, qui était un des grands auteurs contemporains dont on a monté des opéras là-bas. Et donc, à côté de ça, on a, par exemple, des initiatives lors de ce festival d'opéra de Québec où on fait sortir littéralement les chanteurs dans la rue. Il y a des brigades, on appelle ça des brigades lyriques. Et donc, pendant quelques jours durant l'été, à Québec, l'opéra est vraiment partout. Et donc, on le redécouvre vraiment sous de nouveaux aspects. Mais il faut dire que l'opéra, en fait, petite capsule historique avant de vous passer la parole, on sait que la naissance officielle de l'opéra, c'est à Mantoue, en 1607, avec l'Orfeo de Monteverdi. Mais vous savez qu'au Canada, on a eu un opéra avant ça. Le premier opéra présenté en terre canadienne, c'était en Acadie, en 1606. Et c'était par un voyageur européen, Lescarbot, qu'il s'appelait. Et on avait monté cet opéra-là en lui adjoignant des chants amérindiens. Donc, le premier opéra, et c'était en 1606. Et donc, le premier... Je ne vais pas trop insister sur 1606, parce que justement, j'ai l'impression que le jeune public se dit « Oh là là, c'est pour... faut avoir 100 ans pour aller à l'opéra. » Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Mais ça vient avec l'opéra. L'opéra vient avec cet héritage-là. L'opéra, il existe... Enfin, je veux dire, oui, alors j'entends ce que tu dis, puis en même temps, j'ai l'impression que l'opéra, il existe depuis que les gens font de la musique, parce que chanter en public et jouer une sorte de pièce de théâtre, une comédie, je pense que ça doit se faire depuis la nuit des temps. D'où les 77 sous-genres répertoriés par le New Grove Dictionary. Alors, je trouve qu'effectivement, on essaye en France, en tout cas, de démocratiser. Il y a Tous à l'opéra, ça existe depuis 2007. Là, c'est Laurent Pelly qui est le parrain de cette édition. Alors, c'est vrai que c'est la 13e édition, donc il y a les maisons d'opéra, 26, ouvrent leurs portes. Alors, on voit les costumes. Je pense que effectivement, c'est une bonne idée. Il y a plus d'1 million de personnes maintenant qui participent. Mais je pense que l'intérêt, c'est surtout d'enlever ce côté désuet, c'est-à-dire de ne pas se dire c'est pour les vieux, en fait. J'ai l'impression que pour les jeunes, la jeune génération, l'opéra... Pardonne-moi, mais il m'arrive d'arriver à l'opéra, il y a plein de jeunes. Oui, alors maintenant, c'est une idée, pardon, je vais dire un truc correct. C'est une idée à la con de penser qu'à l'opéra, il y a que les types en smoking en 80 ans. Moi, je suis allée au festival d'Aix-en-Provence, je vais quand même souvent à l'opéra aussi. Il y a quand même une gamme, c'est quand même, c'est plutôt dans mes gammes d'âge, on les note. Et je pense que, non mais juste, moi, je pense que il faut parier sur des jeunes metteurs en scène comme Simon Stone. Moi, les opéras en plein air, sincèrement, j'ai déjà vu, mais alors on a l'impression que c'est la ringardise de la ringardise, c'est-à-dire qu'on monte un opéra. Ça dépend, il y en a qui sont très bien adaptés, d'autres très mal. Souvent, moi, je trouve que c'est pas très réussi. Et je trouve, alors, une autre façon, c'est Hugo Marchand, vous savez, le jeune danseur étoile. Il a donné une interview à l'équipe. Et là, je trouve que c'est une façon aussi d'ouvrir. C'est-à-dire que c'est plus réservé, que la culture. On rappelle aussi, alors là, c'est de la danse, mais aussi pourquoi les opéras accueillent de la danse. C'est aussi montrer que c'est un sport de haut niveau, que c'est aussi pour les jeunes. Il est jeune, il est... Non, mais je pense que c'est... Le ballet, historiquement, a toujours eu un intérêt plus marqué chez les... Non, enfin, les jeunes vont plus souvent au ballet qu'à l'opéra.
Parce que mais les je trouve que, voilà, il faut danses, ouvrir la presse, il faut ouvrir... il faut pas que ça soit... Quand on est arrivé ici à la Philharmonie, qu'a-t-on croisé en montant dans cette magnifique salle de répétition des centaines de jeunes qui venaient faire de la musique. Donc penser qu'on est dans un monde archétypal, c'est plus le Guépard de Visconti ou à Palerme, vous avez une grande partie de la bourgeoisie, de l'aristocratie qui écoutait. Mais c'est pas une question de jeune vieux. On m'a demandé à Sylvestre et après on viendra. C'est une question de classe sociale, je pense. Oui. On a un célèbre opéra à Bruxelles qui s'appelle La Monnaie. La Monnaie fait partie, c'est un peu les fonds baptismaux de la Belgique. On apprend ça à l'école puisque c'est en écoutant la muette de Portici en 1830 que le peuple belge s'est soulevé et a pris son indépendance. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN. Et cet opéra a fait un travail fabuleux depuis des années pour démocratiser. Alors c'est un opéra de création, c'est pas un opéra muséal, ça c'est important de le dire. On a du Castellucci par exemple récemment. On a eu La Maison des Morts qui en définitive se passe dans un goulag et qui là se passait dans une prison américaine où les gens jouent au basket. Donc il y a vraiment cette volonté consciente ou pas de démocratiser, en tout cas de prendre des codes de la pop culture pour se retrouver aujourd'hui et pour le confronter avec le chant et l'orchestre symphonique. Et ça commence à porter ses fruits, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en jeans à l'opéra. Et ça, c'est vraiment pour moi un marqueur qui fait qu'on avance et que les mentalités avancent. Moi, je me souviens quand j'y allais il y a 15 ans, tous les gens, même l'après-midi, étaient en costard, même certains étaient même en smoking en plein après-midi. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ne comprennent pas nécessairement tout, mais qui au moins sont là et se rendent compte qu'en définitive, même s'il y a des dorures, même s'il y a plein de choses, les gens sont quand même en survêt en train de jouer au basket sur scène. Alors là où on ne pourra pas aller plus loin, c'est dans l'interprétation et c'est dans l'orchestration. Et c'est peut-être là que ça va coincer, c'est peut-être là qu'il va falloir dépasser le genre. C'est qu'en définitive, on pourrait très bien imaginer que les gens chantent l'opéra comme il a été chanté à sa création et qu'on mette des samples, par exemple, qu'on enlève l'orchestre et que ça soit remplacé par autre chose. Non mais voilà, on peut aller jusque-là, puisque toute la déconstruction culturelle, elle va jusque-là dans la plupart des domaines. Dans le domaine théâtral, dans le domaine musical. Pourquoi elle ne pourrait pas aller jusque-là dans le domaine... Je ne comprends pas bien. Tu voudrais enlever la partition? Bah, pourquoi pas? Non, mais c'est une réflexion. Je veux dire, c'est une réflexion. Ça me ferait un peu mal. C'est une réflexion. Castellucci, par exemple, dans La Flûte enchantée, a ajouté plein d'éléments qui n'étaient pas dans le texte. Ouais. Donc, plein d'éléments parlés. Il n'y a évidemment pas d'éléments supplémentaires au niveau de la musique, mais c'est un pas qu'on pourrait franchir à un moment donné, en ajoutant des samples à la partition. Pourquoi pas? Moi, je n'y vois aucun inconvénient et je pense que ça participerait à la démocratisation. Par exemple, quand Chéreau a réorchestré, sur le plan de la mise en scène, le Ring de Wagner à Bayreuth, ça a complètement changé par rapport à ce qui s'était fait avant. Et c'est évident que toute une évolution va continuer. Mais l'opéra du 19e siècle italien, les Puccini, Bellini et autres, Verdi, c'est un peu ridicule de dire et autres Verdi, mais c'était des opéras extrêmement populaires. Les gens se battaient non seulement pour y assister, mais se battaient souvent, comme Hernani, à l'intérieur. Enfin, il y a des gens qui ont fait des bites terribles, les gens sifflaient. Enfin, c'est pas du tout ce monde compassé qui est un monde qui est plutôt le monde des années 50 du XXe siècle que ce qu'était l'opéra à l'origine. D'ailleurs, Baricot, dans son essai, très bon essai d'ailleurs, sur l'interprétation musicale, L'âme de Hegel et les vaches du Wisconsin, disait que la clé pour la survie du répertoire classique tel qu'on l'imagine aujourd'hui réside dans la réinterprétation. Et tant qu'on ne trouvera pas des nouvelles manières de jouer, de rendre ce répertoire-là, ça va être un répertoire qui va s'empoussiérer. Alors, oui, allons-y gaiement et gardons les versions originales aussi, mais n'ayons pas peur. Elles sont là dans les opéras muséaux, de toute façon, ça existera toujours. Robert Carsen, quand il fait Rigoletto, quand il montre Rigoletto, donc un metteur en scène très connu, canadien, et Rigoletto dans une fosse au lion, dans un cirque et tout. Alors là, d'un coup, on se dit que c'est d'une modernité. Mais ça fait longtemps, Peter Sellers faisait ça dans les années 80. Mais enfin voilà, tout le monde, n'importe qui peut être emballé. Mais néanmoins, je suis quand même pas tout à fait certain que même si on modernise complètement le répertoire et on lui donne une autre orchestration, par exemple, cela suffise ou permettre aux couches ou aux classes sociales qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra, aujourd'hui, d'y aller. Voilà, sur la démocratisation de l'opéra, évidemment, la conversation sera éternelle.